Bonjour, c'est Christian ici. Pendant que je recherchais pour programmer les petits chips pour le Apple I, donc les petits chips ici présents, de Tesla un peu, avant l'invention de Tesla, celle qu'on connaît. Donc je me suis rendu compte que j'ai aucun programmeur qui peut les programmer, ni les lire. Donc j'ai commencé un petit projet avec un Arduino ingénieusement tapé sur un protoboard qui va me permettre pour le moment de lire. Et pour ce faire, je vais avec comme ça ici. Puis comme on peut voir à l'écran, bon, j'ai fait un mini programme qui me permet, lorsque je suis en mode série, présentement j'ai une seule commande qui est R pour lire le contenu. Puis on peut voir que le chip ici présentement est complètement vide. Donc ce que je vais faire, je vais continuer avec les autres qu'on va lire aussi. Et ça semble bon. Le troisième semble être vide aussi. Et le dernier. Parfait. Donc, à partir de là, je sais que mes cartes sont vides. Puis, d'ailleurs, si vous voulez avoir le programme encore là, vous pouvez laisser un commentaire en bas. Je vais le déposer à quelque part une fois terminé. Présentement, ça fait que lire, mais éventuellement, je vais ajouter l'écriture. Si on regarde la belle documentation du 74S287, de la manière que ça fonctionne, c'est que par défaut, un chip vide a 0 partout. Si on y va avec celui de Texas Instruments, selon de la documentation que j'ai trouvée ici, lui, en fait, celui de Texas Instruments va donner FF, ben pas FF, mais plutôt F, toutes des 1. Chaque bit va être à 1. Puis la façon de procéder est différente aussi. Avoir du National Semiconductor, par exemple, il faut envoyer 12 volts sur la pin des données pour brûler une petite fuse à l'intérieur pour faire changer la bit à 0. Tandis que Tesla, eux autres, il faut mettre 10 volts, 10.5 volts sur la patte VCC et gronder la patte de données pour la faire monter à 1. Donc, là, présentement, je ne peux pas écrire là, pour le moment, je peux seulement lire, mais le principe va être semblable si j'y vais avec... j'ai trouvé. Il y a ce petit chip-là ici, qui est un 7416, qui est un Eggs Inverter Open Collector. Ça veut dire que tout ce qu'il fait dans la vie, c'est s'il reçoit un plus, il met un ground. S'il reçoit un ground, il fait rien. Puis c'est exactement ce qu'on a de besoin présentement. Puis on voit ici qu'il supporte
Non, celui-là ici, il supporte jusqu'à 15 volts. Donc, on va avoir un 10 volts à peu près. Peut-être plus 9 parce que j'ai des blocs d'alimentation de 9 volts. On va l'essayer en premier. Mais on va être correct. Il va être parfait pour le travail. Donc, si on y va avec... Je vais ranger mes chips pour ne pas les briser. Et là, l'idée n'est pas de rendre ce board-là lecture-écriture. Je peux lire, c'est parfait. Pour l'écriture, je vais y aller avec un autre board qui va être à côté, qui va être relié, dans le fond, aux mêmes pattes pour l'adressage. Par contre, je vais brancher sur d'autres outputs, d'autres pins, les données qui sont ici. Je vais les brancher sur d'autres pattes pour éviter d'avoir un conflit. Puis je vais utiliser vraiment, excusez pour la caméra, un board pour la lecture et un board pour l'écriture. Donc ça va être pas mal ça, là. J'ai fait dans le fond le prototype du board pour l'écriture. Il me reste à le brancher au board pour la lecture. À l'Arduino, en fait. Par la suite, je vais coder la possibilité d'écrire dans le programme avec le petit outil d'Arduino. Je le ferai pas super intelligent. On va y aller simple. Je vais intégrer les 4 PROM dedans. Puis, fait intéressant aussi, plutôt fait à noter, c'est important d'avoir des chips vierges. Parce qu'une fois qu'ils sont écrits, on ne peut plus les réécrire. On peut seulement changer des bits de 0 à 1. On ne peut pas faire l'inverse. Une fois qu'elle est tombée à 1, c'est fini. Quand on achète, là, de s'assurer qu'ils ne sont pas utilisés, parce que sinon, ça ne sert absolument à rien. Donc, voici le prototype complété avec écriture. J'ai présentement fait un test avec succès, mais j'en ai malheureusement tué une. Le temps de trouver les bons timings. Si on refait le tour un petit peu, là présentement, j'ai un power supply 12 volts, parce que ça prend au minimum 11 volts de ce que j'ai lu. Donc j'ai un power supply 12 volts qui fournit à mon chip de mon côté ici. Le chip ici, et pour l'écriture et pour la lecture, j'ai les mêmes lignes de contrôle en fait pour l'adresse. Pour la lecture, j'ai une section qui lit. Pour l'écriture, j'ai une section qui écrit. Puis j'ai aussi ajouté un contrôle pour le chip select. C'est important. Faut activer puis désactiver le chip select, le chip en fait avant de passer, parce que sinon on va terminer comme celui-là ici, où des restants du byte d'avant s'écrit dans celui d'après. Donc c'est ce qui est arrivé. Si on y va avec le prochain chip que j'ai à programmer, dans ce cas-ci, ça va être le EEPROM numéro 2. Donc, si on regarde à l'écran, on voit que dans le programme, j'y ai mis toutes les ROM. Donc, les 2 premiers pour le Apple I, puis les 2 autres après ça pour la cassette. Puis si on regarde rapidement le code que j'ai fait pour écrire, je mets l'adresse, j'attends 1 milliseconde. Après ça, il faut y aller bit par bit. Donc, je vérifie s'il y a une présence du bit dans les données. Si oui, j'écris
sur le bus, dans le fond, la donnée. J'active le chip. J'attends 1 milliseconde. Je désactive le chip. J'écris 0, donc je désactive toute écriture. J'attends un autre milliseconde pour pas passer au second puis comme brûler les chips. En fait, le trouble était plutôt quand que je passais de lui, du dernier bit à l'autre du prochain byte. J'avais des fois le bit numéro 8 là, qui suivait, ce qui causait des problèmes. Donc, je fais ça 256 fois et après ça, je désactive tout. Puis, on marque terminé. Donc, je vais uploader ce programme-là qui est prêt. Outils, moniteur série. Donc, on voit ici les quelques fonctions que j'ai ajoutées. Je vais me préparer parce que là, ce qui arrive, c'est que normalement, une fois qu'on a fini de programmer, on désactive le 12 volts et on revient à 5 volts. Sur mon programmeur, là, présentement, je dois enlever le chip. Je ne peux pas le laisser là pendant 2 minutes de temps, il va brûler. Donc, on fait ça comme les Russes, c'est-à-dire faut se dépêcher, puis ça risque de flancher ou sinon. Donc, ce que je vais faire, je me prépare ici, W1. Non, le 1, on l'écrit. Je veux écrire le ROM numéro 2. Donc, je plie mon chip. J'envoie. Programmation en cours, terminée. J'enlève le chip qui est rendu chaud. Et on va le mettre côté lecture. Oups. Et côté lecture, ce qu'on va marquer, on va faire comparer 2. Et j'ai eu une erreur dessus. OK. Il y a écrit C au lieu de D. Donc, dans ce cas-ci, il faudrait tout simplement que je le réécrive. Parce que C et D, c'est seulement un bit qui n'a pas sauté. Donc, dans ce cas-ci, c'est un fusible qui n'a pas sauté. Une fuse qui n'a pas sauté. Je vais donc lui refaire un passage en espérant pas tuer les autres. D'ailleurs, dans la doc, il disait de justement regraver le programmeur doit repasser autant de fois que nécessaire. Là, il faut juste s'assurer de réécrire la même chose. C'est plié, envoyé, terminé. On change de place. On va comparer le 2. Tester OK. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, on le déploie. Je vais prendre un petit collant. Je sais que les collants sont pas très beaux, mais je vais les enlever une fois placés dans l'Apple. Donc, j'ai officiellement gravé les 2 ROM nécessaires pour aller dans l'Apple 1. Je vais continuer avec
celui de la cassette plus tard. D'ailleurs, il va m'en manquer un. Mais c'est pas grave, j'en ai commandé un bon petit paquet parce que je veux aussi sauvegarder puis avoir des pièces de rechange pour le computer automation là, que j'ai en bas. Donc voilà, ça fait le tour de mon petit programmeur de chip homemade. C'est vrai. Pendant que j'y pense, je ne sais pas si on les voit bien ici. J'ai des résistances qui font un pull-up sur les pattes. Lorsqu'on programme, c'est indiqué dans la documentation que j'ai traduit. Oups. Donc, ici dans j'ai trouvé un thread là. Il parle ici de 21 volts. Mais honnêtement, c'est 12 volts, c'est assez. Ça, c'était pour des chips un peu plus vieux. C'était marqué d'utiliser du 4 ohms. Ben, 3.9, là, j'ai pris du 4. Sur le 5 volts. Donc, les étapes sont marquées ici. Là, on doit appliquer le 5 volts sur la broche. Après ça, on monte ça à 21 volts. Dans ce cas-ci, j'ai toujours 12 volts et ça fonctionne. Le bit à graver doit être à 0 volts. C'est là que qui est important. Puis, tous les autres bits doivent être avec 3.9 kilo ohms sur 5 volts. Donc, c'est probablement là pour fournir, dans le fond, un blocage au courant pour forcer tout le surplus à passer sur celle qu'on veut faire, qu'on veut brûler le bit. Donc, et par la suite, une fois que c'est fait, on retourne à 5 volts normalement sur la patte VCC. Ah, ben on voit ici, c'était pour le 571. Et nous, c'est un 287. Donc, la différence, c'est que lui, c'est un 512. 512 mots qu'il appelle de 4 bits. Le 287, c'est un 256. Puis le voltage n'est pas le même. Mais le principe est le même. Donc, j'ai suivi vraiment ces informations-là ici pour faire l'écriture et ça fonctionne, comme on voit, quand même assez bien. Un peu patente à gosse, comme on dit au Québec, là, mais c'est... Dans ce cas-ci, ben, j'ai 2 beaux chips programmés. Puis je peux continuer mon projet. Sur ce, j'espère que vous avez adoré. Si oui, pouce en l'air, sinon pouce en bas. Puis on se voit à la prochaine.